Aujourd'hui, je reçois Hugo, qui est Senior Staff Engineer pour l'analytique chez Decathlon. Diplômé de Polytechnique, Hugo a d'abord travaillé chez Blablacar pendant 7 ans dans l'équipe Data Engineering, puis en tant que manager d'une équipe de Data Analyst et enfin en tant que Senior Manager d'une équipe Data Transverse. Bref, il a vu beaucoup de choses. En 2024, il a rejoint Decathlon en tant que Senior Staff Analytics Engineer pour piloter la vision tech de la stratégie Analytics. Aujourd'hui, on va justement parler de la stratégie Analytics de Decathlon en faisant un focus sur 4 chantiers clés. Hello Hugo, ça va? Ouais, super, merci Romain. Et toi? Bah écoute, ça va au top, je suis ravi de te recevoir sur le podcast. Comment on industrialise sa data visualisation? C'est la question que j'ai posée à Frédéric Forest, un expert du sujet. Il est venu nous faire une masterclass dans l'épisode 220. Il nous explique notamment ce qu'est le concept du design system qui est clé pour industrialiser sa data visualisation. Il nous détaille les étapes, les outils et l'organisation à mettre en place pour que ça fonctionne. Je vous mets le lien en description. Si vous souhaitez contacter Frédéric et vous faire accompagner sur ce sujet, je vous mets également son contact en description. Un immense merci à Datatory de sponsoriser DataGen. Donc j'ai introduit ton parcours rapidement. Peut-être tu peux compléter, notamment en racontant pourquoi tu as rejoint Decathlon et spécifiquement sur un rôle de staff. Et tu peux peut-être en profiter pour nous expliquer un petit peu le contexte dans lequel tu es arrivé chez Decathlon. Écoute, moi j'ai passé 7 super années chez Blablacar, c'était une belle équipe et ensuite, j'avais un peu envie de revenir vers quelque chose d'un peu plus technique et du coup là, assez naturellement, il y a les postes de staff qui sont assez intéressants, qui permettent d'avoir un impact qui est technique, qui est assez transverse à potentiellement plusieurs équipes, tout en remettant un peu les mains dans le cambouis et je pense que c'était un peu le dernier moment. Après 3 ans de management, je commençais à être un peu rouillé, il fallait pas attendre beaucoup plus longtemps pour faire ça. Donc ça, c'était pour le poste. Après, il y a aussi pour l'entreprise. Blablacar, c'est une très belle boîte. Je pense qu'en France, l'économie, elle est quand même très drivée par les grosses entreprises, contrairement à l'Allemagne, par exemple, qui est plus poussée par ces PME. Et du coup, c'est aussi intéressant de voir, en tout cas, ça m'intéressait personnellement de voir comment fonctionnait une grosse entreprise et comment la data peut passer à l'échelle dans une orga de plus de 100 000 personnes. Et je me souviens aussi, tu m'avais parlé quand on s'était appelé pour revenir sur le sujet staff, d'un concept que je connaissais pas, qui était le pendule Staff Engineering Manager. Dans la communauté Steph, c'est quelque chose qui est un petit peu connu et que, ouais, ça me fait plaisir d'en parler ici parce que dans le travail en France, hein, il y a un peu ce truc de il faut devenir manager pour évoluer et en fait, moi je trouve que c'est hyper intéressant d'être manager, mais dans la tech en particulier, c'est aussi OK de ne pas devenir manager, donc d'avoir de l'expertise technique et par ailleurs, quand on peut alterner, donc faire 2-3 ans de management, 2-3 ans de staff, re-2-3 ans de management, en fait, c'est assez enrichissant parce que ça permet d'apporter une tonalité un peu people à l'incarnation du métier de staff et une incarnation un peu plus technique au métier de manager et donc ça enrichit, je trouve, l'exercice de chacune des 2 missions. Donc c'est quelque chose qui est assez classique, chez les staffs de faire des fois des allers-retours vers le management. Donc le premier sujet sur lequel toi, tu as travaillé, dont on voulait parler, c'est celui du self-service, donc de la mise en place, ou en tout cas de l'accélération d'une approche self-service chez Decathlon. Tu peux nous en dire un petit peu plus là-dessus? Je trouve que le self-service aujourd'hui, c'est un peu la tarte à la crème de l'analytics dans un certain sens. C'est le truc qui est à la mode. Si je caricature, en tant que leader data, parler à ton CEO de self-service, c'est un peu comme quand tu as un CEO de startup qui va voir son venture capitaliste et qui lui parle d'IA, alors qu'il a un produit, qui n'a rien d'IA. C'est du coup des fois dévoyé parce que des fois on en parle pour, vendre du rêve, alors qu'on n'a pas toujours des fondations qui sont, au niveau nécessaire pour avoir ce vrai self-service. Et du coup, je pense que c'est important d'être assez pragmatique et de distinguer, la hype d'un côté, de, la réalité, court terme pour ton entreprise. Si j'essaie de décomposer un peu, pour moi, tu as un peu 3 étapes de maturité dans le self-service. Tu as, d'abord aligner ton reporting techniquement en termes d'outils. Tu as, la standardisation des KPI, donc être sûr que ton entreprise s'anime sur des KPI qui veulent dire la même chose pour toute ton entreprise et ensuite tu as ce que des fois, on réduit au self-service, mais qui est le fait d'aller au-delà des dashboards, qui va être d'aller interroger ta data avec du langage naturel. Et ça, je pense que c'est hyper intéressant, mais c'est jamais qu'une dernière étape, et qu'il faut être stable sur ses fondations, avant d'aller tackle ce sujet. Ouais, c'est marrant parce que moi, tu vois, la manière dont je définis souvent le self-service, je me disais pas forcément il faut arriver jusqu'à l'étape langage naturel, même si c'est vrai que maintenant, c'est beaucoup la définition qu'on a donnée depuis le boom de l'IA générative. Mais pour moi, la définition la plus pragmatique et simple, c'était juste de dire les équipes métiers peuvent réaliser des analyses, prendre des décisions, interpréter les tableaux de bord, donc tout ce qui va être vraiment sur la couche consommation de la donnée, en autonomie. Et par autonomie, on entend sans intervention de l'équipe data au moment de l'analyse. Tu vois? Et je trouvais que c'était une bonne manière de l'expliquer parce que c'est de dire, bah, en fait, si, chaque semaine, quand les équipes métiers, elles doivent faire une analyse ou elles ont un weekly sur leurs données et qu'en fait, l'équipe data est nécessaire parce que,
il y a pas assez de confiance, parce qu'il faut mettre à jour quelque chose, parce que, tu vois, les tableaux de bord, ils sont présents, mais en fait, ils sont pas vraiment autonomes, quoi, en termes d'automatisation et cetera. Et ben, on n'est pas sur du self-service, quoi. Et c'est là, je trouve que Ouais. c'est intéressant de distinguer les choses. C'est si tu as besoin de passer un coup de fil, en fait, à l'équipe data à chaque fois, la veille, parce qu'il y a un souci sur ton dashboard, bah, c'est qu'on n'y est pas encore, quoi. Et c'est ça qui permet aussi de mettre en exergue, justement, les fondations dont tu parles, quoi. Savoir la modélisation et cetera et cetera. Mais intéressant, en tout cas, comme intro. Ouais, je t'ai un peu coupé, je te laisse Ouais, ouais, continuer. non, non, mais complètement et je pense que tu as complètement raison. Ça, c'est une bonne première étape qui est hyper importante et en fait, des fois, on vend un peu trop et on veut aller un peu trop vite, trop loin, mais ce que tu décris, c'est la première étape qui est hyper importante. Et du coup, chez Decathlon, comment ça s'est matérialisé, toi, en termes de contexte, le moment où tu arrives et les éléments clés, justement, que vous mettez en place sur la première année où tu arrives? Bah, alors peut-être pour faire la différence avec d'un côté les startups scale-up et d'un autre côté les grosses boîtes, en fait, nous, on va avoir, des challenges de gouvernance qui sont assez colossaux parce qu'on a un patrimoine de données de plusieurs milliers de tables avec des concepts métiers qui sont hyper complexes et en fait, qui sont trop complexes pour être appréhendés par une seule personne et du coup, il y a un choix qui a été fait il y a 2 ans qui a été de nous mettre en domaine, donc d'avoir des équipes data analytics qui vont être, focalisées sur chacun des piliers métiers et ça, c'est quelque chose qui a beaucoup aidé à l'autonomisation des équipes business parce qu'elles ont un regard des interlocuteurs qui leur mettent à disposition une suite de dashboards, donc par rapport à la définition du self-service que tu donnais à l'instant et ça, je pense que ça a été un assez bon succès et en revanche, là où ça a pêché, c'est que du coup, le fait de donner de l'autonomie à chacun des domaines a fait que parfois, certains domaines se sont mis à redéfinir des KPI d'une manière différente et du coup d'une manière qui est non alignée d'un domaine à l'autre. Souvent pour des bonnes raisons. C'est ce que j'appelle la créativité dans la création des KPI, des Key Performance Indicators, parce que tu vas avoir un stakeholder assez important pour ton domaine qui va te dire, moi, la GMV, je la calcule de cette manière, donc mets-la à disposition de cette manière. La GMV, c'est le revenu un peu. Oui, c'est ça, c'est la valeur transactée sur ta plateforme, OK. en l'occurrence qui est payée par les utilisateurs pour acheter des biens ou des services. Si tu as 2 domaines business différents qui vont aller définir la GMV de 2 manières différentes, à court terme, ça pose pas de problème parce que chaque stakeholder a ce qu'il veut et ensuite dès que les informations, elles remontent, tu as la strate hiérarchique du dessus où quelqu'un ne comprend plus rien et comme, bah, les décisions data, elles se prennent pas sur une valeur, mais sur une dérivée de la valeur, donc sur une évolution, sur une tendance. Il suffit d'une petite variation, pour, que tu aies des décisions qui soient prises, à l'opposé, en fait, par 2 piliers de business de l'entreprise et ça aboutit de manière très, très concrète à des décisions qui sont fausses, qui sont faussement data driven et c'est un vrai problème. Ça, c'est ce qu'on appelle le problème du KPI chaos. Le chaos des KPI, c'est quand, tu as un manque d'alignement et donc c'est en ça que je parlais de 2e étape de maturité du self-service, c'est oui, avoir des dashboards, mais surtout, oui, les avoir alignés quand tu as une suite de dashboards très gros, les avoir alignés, cross domaine. Et donc c'est ça le chantier sur lequel toi, tu as travaillé? Ouais, exactement. C'est quelque chose sur lequel on a essayé d'apporter de la valeur. Notre rôle par rapport à ça, c'est du coup de faire parler les différents domaines les uns avec les autres. Donc ça, c'est très dur parce que ça scale pas, en fait. Parce que tu as une vingtaine d'équipes data différentes et du coup, être un groupe de 5-6 personnes au milieu, c'est en fait assez difficile, à faire ça. Et en fait, je pense que tu as un peu deux approches pour aller travailler sur ça. C'est-à-dire que quand tu vas avoir ton data lake avec des tables, qui sont à disposition, avec plusieurs centaines de tables potentiellement qui mettent à disposition toutes tes données de base de l'entreprise, tu peux soit aller chercher à, matérialiser une couche supplémentaire de data, donc aller écrire des nouvelles tables qui vont être peut-être une sorte de résumé de tes datas les plus importantes, soit avoir une approche qui est plus code first, à définir tes KPIs dans une sorte de metric layer, par exemple. Ça, c'est une autre approche qui est assez intéressante. Donc nous, ce qu'on a fait l'année dernière, c'est la première approche. En fait, c'est par exemple d'aller créer des OBT, des One Big Table, qui est une sorte de dénormalisation, des tables du data lake pour aller exposer quelques tables, une dizaine de tables, qui permettent d'aller adresser, par exemple 80 des cas d'usage analytique, en se servant de à peine quelques tables. Donc l'idée, c'est de restreindre la capacité des personnes qui vont faire des analyses data, en restreignant le champ des possibles de ce qu'ils peuvent faire et du coup en restreignant leur créativité. La créativité au mauvais sens du terme, c'est-à-dire la capacité à faire des choix arbitraires qui n'ont pas une valeur incrémentale pour le business. Je me dis peut-être ça vaut le coup de faire une mini, mise à jour parce qu'on a déjà fait, quelques épisodes avec Decathlon, mais, notamment sur, les outils ou peut-être, l'organisation. Je sais pas s'il y a des changements récents, côté outils ou côté rôle que tu voudrais, mentionner? Ouais, je pense que je peux faire le lien avec, le podcast que tu avais enregistré avec Anissé. Anissé, il y a 2 ans, était venu sur DataGen et vous avez parlé de notre stratégie. Alors
Je parle, Décathlon. de Decathlon parce que j'en faisais pas partie à l'époque, où il vous avait dit que, il y avait cette vision donc de les roll-out Tableau, à l'intégralité de nos employés. Donc quand on y pense, c'est assez colossal, hein, comme projet et du coup, il y a un énorme travail qui a été fait, et franchement, c'est assez impressionnant et je le dis parce que c'est pas moi qui l'ai fait. Du coup, d'aller se débarrasser de plusieurs autres outils de visualisation qui étaient en compétition les uns avec les autres. Quand je te parlais de l'alignement des KPI tout à l'heure, bah, là, tu as la même chose mais techniquement. C'est-à-dire que si tu as plusieurs manière de reporter tes KPI, il y a vraiment aucune chance que tu aies les mêmes chiffres derrière. Donc tu as le front et le back. Là, c'est pour le front. Donc il y a ce sujet avec Tableau. Donc c'est globalement un succès, ce fait, d'avoir réussi à unifier le reporting, d'un point de vue de front et aujourd'hui, dans un certain temps, on arrive en fin de contrat avec Tableau et du coup, bah, aujourd'hui, on se pose la question, voilà: «Est-ce qu'on renouvelle avec Tableau? Est-ce qu'on change d'outil?» Du coup, aujourd'hui, ces questions sont ouvertes et on est en train de réfléchir à tout ça. Ah ouais, mais ça, comme tu le dis, ça a été un travail titanesque. Mais oui, tu me diras, en fait, par rapport aux nouvelles tendances, il faut aussi réanalyser par rapport au contexte actuel. Est-ce que sur, peut-être, des sujets, Gen AI, est-ce que, Tableau reste la bonne solution? C'est que oui, c'est quand même important de se reposer la question, même si sur cette phase, ça a été un gros succès, quoi. Ouais, en fait, au-delà de Tableau, ça a été, la capacité à fédérer toutes les équipes data, vers une solution commune. Après le comment, le quoi, un choix a été fait et c'est super. Mais du coup, ce qui est important, c'est aussi d'avoir cette unité de pratique dans la communauté et ça, cette unité, c'est nous justement, l'équipe des staffs qui cherchons à la proposer. Et après, bah, là, on n'a pas parlé justement sur la partie, transformation, hein, mais de ces nouveaux tables dont tu parlais, mais j'avais suivi et ça, on n'en avait pas encore parlé, je crois, avec Anissé à l'époque, mais qu'il y avait eu aussi une adoption de DBT, comme énormément de boîtes, qui sont passées, sur le podcast. Ouais, complètement, bah, alors moi, ce que je trouve intéressant en ce moment, c'est que TBT, a presque créé le métier d'analytics engineer, en fait. Mais aujourd'hui, on a aussi les data engineers qui ont une réflexion, d'aller vers du SQL first. Du coup, les data eng avant étaient sur PySpark, maintenant ils réfléchissent à aller vers du SQL first et aujourd'hui dans le marché, on a 2 grosses technos, on a dbt et on a SQL Mesh et du coup, bah, les data engineers sont en train de se poser cette question et on travaille avec eux, entre analytics et data engineer pour, voir, voilà, quelle est la bonne solution aujourd'hui. Sachant qu'il y a pas très longtemps, justement, il y a, des choix qui ont été faits par, dbt sur, l'évolution de la licence de dbt Core avec, du coup, la création de dbt, Fusion qui a vocation à remplacer dbt Core dans une licence qui est un peu plus restrictive, que la licence Apache de dbt Core à la base. Donc en fait, on a une sorte de verrouillage, par dbt, du côté open source et donc ça, c'est une question qu'on se pose aujourd'hui, voilà. Est-ce qu'on continue dans cette direction, heu, ou est-ce qu'on préfère garder quelque chose d'un peu plus ouvert? Peut-être c'est le moment de mentionner un épisode, tu l'avais peut-être vu passer, qu'on a fait avec, Christophe Blefary, qui est un invité récurrent, du podcast, où justement on comparait DBT et SQL Mesh. Après, c'est vrai que ça avance tellement vite que, bien entendu, il va falloir aussi, mettre à jour, ce qu'on se disait sur, les dernières news. Mais je pense que ça peut être une bonne base justement pour les équipes qui se posent cette question et je pense qu'il y en a plein. Le titre de l'épisode, c'est «On compare DBT et SQL Mesh». Donc, c'est l'épisode 186 pour ceux que ça intéresse. Sinon, on passe à la suite. Le deuxième sujet dont on voulait parler, c'était l'Analytics Center of Excellence. Donc en fait, c'est la création d'une équipe centralisée de staff engineers pour l'analytics dont tu as pris le lead, que vous avez appelé justement Analytics Center of Excellence. Curieux que tu nous en dises un petit peu plus là-dessus. Ouais, alors, il y a plein de mots qui claquent, là-dedans, mais effectivement, quand je suis arrivé, en fait, on était 5 staff, pour l'analytics. Donc l'analytics, pour nous, c'est les data analysts, les BI engineers qui font des dashboards industrialisés et les analytics engineers et du coup, tous les 5 en fait, on servait autant la plateforme que les domaines. Ça fait vraiment beaucoup de monde à supporter transversalement, on va dire et habituellement, dans l'industrie, on recommande un ratio de 1 staff pour 10 ingénieurs. Et là, on était plutôt à 1 pour 50. Ce qui fait qu'en fait, on ne peut pas avoir un rôle de staff trop hands-on dans les équipes avec lesquelles, on travaille. Et du coup, on a fait le choix collectivement de se centraliser, de moins chercher à être dans la delivery opérationnelle des sujets comme certains staffs peuvent l'être, des staffs qui vont incarner un rôle de senior plus, on peut dire, mais plus à être dans la définition des bonnes pratiques techniques et l'alignement des processus, people, par exemple. Donc ça, c'est le choix qu'on a fait. Donc effectivement, qui dit centralisation dit besoin de création d'une équipe, d'un poste de manager et donc on m'a proposé de prendre le lead de cette équipe. Donc c'est pour ça que je suis redevenu manager récemment, mais moralement, je me considère encore comme staff dans le sens où j'ai une partie de mon temps significatif que je passe à faire des sujets, techniques. Tu peux nous illustrer un sujet transverse, peut-être, et nous expliquer comment ça se passe, peut-être en prenant l'exemple d'un domaine. Bah, tu vois, typiquement, on a un épisode qui est sorti récemment aussi avec Decathlon sur le domaine supply avec Laurent.
donc qui est le leader de l'équipe Data Analytics Supply, et curieux de voir un peu comment la collaboration se passe entre justement le staff Analytics et les DE d'un côté, parce que c'est encore une autre équipe, et les DA ou les équipes qui font partie justement de l'équipe Supply. Et bah, du coup, Laurent, par exemple, avant manageait Martin, qui est un des staffs, qui maintenant est dans mon équipe, dans le CO Analytics. Et du coup, Martin avait, donc un accompagnement people avec, toutes les personnes de l'équipe de Laurent pour aller dire: «Voilà, voilà comment est-ce qu'on définit un junior, un confirmé, un senior. Voilà ce qu'il faut développer pour un, confirmé, analytics engineer pour passer senior analytics engineer». Et en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a formalisé ça avec l'équipe au travers d'une grille qui s'appelle une matrice de compétences, qui va définir les niveaux attendus techniquement pour chacun des différents métiers, pour chacun des différents niveaux. On a sorti ça dans le Learning Catalog, un catalogue de training pour, donner en fait toute une ressource de training qui sont approuvés par les staffs pour toutes les personnes, qu'on sert. Donc l'équipe de Laurent, mais aussi l'équipe de Fabien qui est passée récemment et toutes les équipes en général. OK, super intéressant. Donc ça va être sur un angle, très people finalement. Il y a des sujets, c'est juste pour illustrer, parce que sinon ça te donne Des l'impression des peut-être que sujets ça y a un techniques, hein, pan ouais, très, très people. organisationnel. Est-ce que tu as juste un exemple, mais que tu peux nous citer, tu vois, Ouais, peut-être, ouais, bien qui sûr. serait peut-être, plus sur les outils ou techno? Parce que je suppose que c'est aussi ça fait aussi Oui. partie de ton rôle. Par exemple, donc ça, c'était avant que j'arrive, quand ils ont mis en place DBT. Du coup, il y a eu le choix qui a été fait d'avoir un projet DBT par équipe analytique. Et du coup, les staffs ont réalisé un template DBT qui était approuvé, et qui, par exemple, allait lister toute une suite de monitoring et de tests standardisés et qui permettent, par exemple, de faire remonter des informations standardisées en centrale sur les tests qui sont réalisés localement par les équipes, qui nous permettent aussi, nous, d'avoir de la visibilité sur le coût de compute de chacun des différents projets. Et ça nous permet de faire de temps en temps une revue. On va dire: «Bon allez, on va vérifier si les coûts vont pas trop exploser dans une équipe ou une autre, et si c'est le cas, on peut aller investiguer ça avec eux». Donc tu vois, c'est un peu cette articulation entre le local et le global, entre, mise à disposition de templates, d'outils de reporting, globaux. Super intéressant. On arrive sur le troisième sujet. Donc là, c'était celui, des chapter data. Est-ce que tu peux expliquer ce que c'est et pourquoi c'était intéressant de le mettre en place chez Decathlon? Oui, alors, quand je suis arrivé chez Decat, on avait, des profils qui étaient divisés par grande famille de métiers. Donc maintenant, ils sont divisés par, piliers business, de l'entreprise. Donc ça, c'est hyper intéressant pour plein de raisons. Je vous renvoie à la théorie du data mesh, donc, meilleure synchronisation avec les stakeholders, priorisation, tu en as parlé extensivement sur le podcast. Tu as un problème qui est évident, qui se lie à ça, c'est que quand tu te retrouves dans une équipe avec un data analyst junior et aucun autre data analyst, en fait, il va avoir beaucoup de mal à progresser. Et tu as besoin de le mettre en contact avec des pairs techniques, des personnes qui ont le même métier que lui, même s'ils ne travaillent pas sur les mêmes sujets fonctionnels. Et les chapters sont là pour répondre à ce problème, qui est finalement relativement simple, pour permettre en fait de la création de communautés transverses de personnes qui ont une communauté de pratiques techniques. C'est un concept qui a été créé par Spotify en 2012. C'est quelque chose qu'on avait instancié chez Blablacar. Et du coup, je me suis inspiré de l'instanciation chez Blablacar que j'ai transposé chez Decathlon. Et du coup, chez Decathlon, en fait, je suis arrivé dans cet orga où il y avait 200 à 300 personnes dans l'analytics, et on m'a dit: «Il faut que tu leads techniquement ces personnes». Je pouvais même pas les connaître individuellement. Je me suis dit: «Mais comment je vais faire ça? En plus, il y a des métiers différents». Et du coup, c'est la mise en place de ces chapters, en fait, qui nous a permis au groupe de staff ainsi que moi-même d'aller, mettre de la structure, créer des groupes de personnes qui sont homogènes, qui ont une communauté de pratiques techniques. Et du coup, l'approche qu'on a eue pour ça, ça a été de développer le chapter Data Analyst, le chapter BI Engineer, le chapter Analytics Engineer, le chapter Manager Data. C'est les 4 métiers dont on a la responsabilité officiellement. Et ensuite, en fait, il y a d'autres métiers. Il y a les DE, il y a les PM, les data scientists, bien sûr, dont on n'a pas officiellement la responsabilité. Et du coup, ce qu'on a fait, c'est qu'on a créé une franchise de chapter. Donc, on a mis à disposition une sorte de boîte à outils pour créer son propre chapter. Et ensuite, je suis allé démarcher des personnes assez seniors dans ces différents métiers pour leur proposer le framework. Et du coup, ils s'en sont saisis et ils ont créé leurs différents chapters. C'est quoi les critères du coup effectivement d'un chapter? C'est le format qu'on avait chez Blablacar et que je trouve pas mal. C'est en fait, il y a une personne qui est accountable, c'est le chapter lead, qui est typiquement un staff ou un senior. Cette personne donc va pouvoir dédier, par exemple, 20 de son temps au chapter, va s'entourer d'un groupe de personnes qu'on va appeler le chapter comité. Donc c'est d'autres personnes qui sont relativement seniors, qui vont aider le chapter lead, qui vont prendre en autonomie des sujets, qui vont faire avancer des sujets transverses. Et ensuite, il y a tous les membres du chapter, donc qui sont simplement les personnes qui, pratiquent ce métier et qui vont ponctuellement venir assister à des présentations, qui vont partager des choses, mais sans prendre un temps significatif sur leur temps de travail.
Du coup, on a un peu ces 3 niveaux qui, du coup, permettent de mettre en avant des personnes qui ont un peu cette volonté, de s'exposer transversalement et qui ont envie de faire avancer la pratique de leur métier au sein de l'entreprise, au-delà de leur domaine. Et en fait, là où c'est intéressant, c'est que du coup, comme en tant que staff analytics, on a la responsabilité de la job description des différents métiers, en fait, on a fait en sorte de dire qu'à partir d'un certain niveau de seniorité, il y a un certain niveau qu'on demande d'implication dans la communauté transverse. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si on a un senior qui n'a aucune implication dans son chapter, on commence à lever des warnings en disant: «Écoute, pour performer au niveau senior, on a besoin que tu partages ton expertise au-delà de ton équipe». Parce que l'impact d'un senior ne peut pas se limiter simplement à une équipe. Et ça se matérialise comment? Du coup, tu faisais des présentations, c'est un mix entre du mentoring, ça peut être des one-one ou c'est plutôt des conférences d'une personne ou d'une équipe vers le reste du chapter? Enfin, C'est précisément tout ce que tu as cité. Ça va aussi être du développement de tooling spécifique. Comme ce que je te décrivais par exemple pour les templates DBT, bah, en fait, on va avoir le chapter AE comité qui va développer des évolutions du template DBT, qui va les présenter au chapter, qui va recueillir des feedbacks des membres du chapter, qui va ensuite les pousser dans le template, qui va le propager aux différentes équipes. Ça va être pour les AE. ah donc tu as même aussi du build, Ouais. qui va avoir un impact directement sur les projets, quoi. En fait, ce qui est intéressant, c'est que tu te rends compte que, avec, parfois, 2 jours de build, tu peux résoudre des problèmes qui vont vraiment faire gagner une demi-journée à tous les AE de la boîte. Comme quoi? Comme ça, par exemple? Enfin, comme Comme, exemple que ce tu que je te prenais? décrivais où, tu peux avoir, des évolutions, une montée de version DBT, qu'il faut suivre, voilà. Si tu traînes trop, bah, il y a un moment où tu es bloqué, tu peux plus monter en version sur, tes dépendances, hein. Et c'est vrai qu'individuellement, en fait, c'est une galère, mais si, en fait, toi, tu prends une fois le sujet de le faire et que, du coup, les 10 fois d'après où il y a un sujet comme ça transverse, bah, c'est d'autres membres de l'équipe, en fait, tu te rends vite compte que c'est intéressant de contribuer de temps en temps, quoi. Bah, c'est exactement ce que tu décris et bon, il y a une manière un peu pompeuse de parler de ça, mais c'est le concept de la théorie des jeux. C'est voir qui a intérêt à faire quoi. Et en fait, c'est en ça que je vois aussi le rôle des staffs, le rôle du CEO Analytics, c'est d'aller montrer que, si chaque personne, contribue un tout petit peu à la communauté, ça devient rentable pour tout le monde. Hyper intéressant. On arrive sur le quatrième et dernier sujet, à savoir, forcément, on peut pas passer à côté, les IA génératives, donc la Gen AI pour la productivité des analystes. On en a parlé pas mal de fois sur le podcast et c'est un sujet, ouais, que justement tu as pas mal priorisé, je crois, ces derniers mois. Comment ça s'est passé? Quel est le contexte? Où vous en êtes? Comme tu le dis, aujourd'hui, c'est reconnu comme une grosse piste potentielle de gain de productivité. C'est-à-dire qu'on a vu quand la Gen AI est sortie, il y a eu beaucoup de choses qui ont aidé, par exemple, pour de la modération de contenu, pour de l'écriture évidemment, du copywriting, et aussi, du code pour les soft eng. Et la data analyst était un peu, pas trop perçue. Et là, aujourd'hui, avec certaines évolutions dont je vais te parler si tu veux, c'est vraiment quelque chose qui est en train d'exploser. Et ces évolutions techniques, je pense notamment aux agents et aux MCP. MCP, ça veut dire, Model Context Protocol. C'est le fait de donner à un LLM la capacité d'aller interroger d'une manière assez standardisée, des API de certains, providers. Du coup, en fait, ça te donne la possibilité d'aller créer un agent qui, de manière relativement autonome, peut aller interagir. Et donc ça, en fait, c'est un truc qu'on est en train de développer en interne qui est basé sur, GitHub Copilot et qu'on cherche à étendre pour, les data analysts, donc avoir une sorte de analytics copilot. Pour faire le lien avec, les chapters dont on parlait tout à l'heure, tu vois, c'est parti d'une présentation de, Juliette, Duizabo, que tu connais, qui est venue, je crois, 2 fois sur, DataGen et qui est un peu reconnue comme une spécialiste, du self-service, aujourd'hui. Et elle nous a fait une présentation justement sur le POC qu'ils avaient développé de MCP pour une sorte d'agent data analyst. Et bah, sur un exemple qui était relativement simple, ça montrait quelque chose qui était, hyper intéressant, hyper prometteur. Et donc c'est sur ce modèle que là, aujourd'hui, on est en train de développer ça. Donc une sorte d'extension de GitHub Copilot pour les data analysts. Et juste le MCP, c'est quoi que tu récupères? Enfin, quand tu dis vous le développez vous-même? Quand je dis développer, c'est très exagéré parce qu'en fait, ce qu'on fait, c'est de l'assemblage, comme souvent quand tu fais du tooling aujourd'hui. C'est-à-dire que en fait, là, ce qu'on fait, c'est on prend Copilot et on lui donne accès à notre data lake, on lui donne accès à notre documentation au travers, de, jetons d'accès sécurisés et ensuite, on va aller tuner, c'est-à-dire mettre un fichier de configuration LLM, une sorte de master prompt, en lui disant: «Voilà, comporte-toi comme un data analyst, suis un plan de raisonnement, logique, décompose-le en plusieurs étapes, itère, des concepts de mémoire et cherche à identifier parmi cette liste de tables qui est assez intéressante, les tables qui potentiellement vont t'aider à répondre à cette question. Ensuite, va chercher la documentation de ces tables,
ensuite créer une requête SQL qui va te permettre d'avoir des datas, et ensuite itérer. Mais du coup, ce qu'on nomme MCP ici, c'est juste une approche d'assemblage finalement de technologies qui, là maintenant, sont existantes. Alors c'est spécifiquement la capacité que ton LLM va avoir à contacter ta base de données. Ton LLM va avoir à contacter, ta documentation ou va avoir à contacter n'importe quel, provider. Avant les MCP, c'était, le data analyst va aller sur Gemini, va aller sur, ChatGPT, va lui dire: «Voilà la documentation de ma table, fais-moi une query SQL qui fait ça». Mais écrire du SQL pour les data analysts, c'est finalement qu'une petite partie de leur travail. Là où c'est intéressant d'avoir un Analytics Copilot, c'est que il peut t'aider à décomposer le raisonnement, et tu peux récupérer des idées qu'il va avoir, y compris sur le raisonnement analytique, pas simplement sur l'écriture du code. Donc là, c'est ça que vous poquez chez Decathlon sur des premières analyses pour faire des tests, et où là, Mmh. ça devient vraiment un agent pour le coup, data analyst qui peut aller appeler directement les données, les API, etc. Raisonner, peut-être se rendre compte que du coup, il est parti dans une mauvaise trajectoire et itérer quoi en fait. Et c'est hyper prometteur et après c'est vraiment le début. Donc là, on est vraiment dans un stade en fait où on voit chaque nouveau modèle qui sort qui est un peu plus puissant apporte une vraie valeur ajoutée. C'est vraiment un sujet sur lequel quand j'emploie des modèles de LLM un peu plus light et la qualité du raisonnement est bien, bien moins bonne. Donc c'est vraiment quelque chose où on sent qu'avec la courbe de développement et de maturation des LLM, on va vers quelque chose qui va être de plus en plus puissant. Et moi, si je peux te partager une conviction, c'est aujourd'hui, je pense qu'il faut pas passer trop de temps à développer des tools, à développer des belles interfaces, à développer plein de trucs pour faire ça. Aujourd'hui, je pense qu'il faut vraiment se contenter d'assembler des briques, mmh, qui sont relativement simples et investir sur la documentation, investir sur les prompts. Parce que en fait, à la vitesse de développement du coup du secteur, de la Gen AI aujourd'hui, on sait que ces tools vont sortir. Tout ce que je viens de te décrire va être packagé par des SaaS. Je suis sûr qu'il y a plusieurs, startups qui bossent sur ça, probablement, Google, probablement plein de grosses boîtes. C'est juste que c'est encore en hibernation parce que les concepts sont relativement récents. Mais du coup, moi, je sais qu'on va pas faire quelque chose de mieux chez Decathlon que ce qui va être packagé pour être vendu au monde entier. En revanche, là où c'est important, c'est, de travailler sur nos documentations, sur l'accès à nos données, la priorisation des données les plus importantes par rapport aux moins importantes et avoir ça d'une manière qui est très clean, qui est machine readable. De manière à ce que, le jour où il y a des outils SaaS qui sortent, on puisse directement plug and play nos data, avoir de la Gen AI ready data pour pouvoir donner à nos data analysts ce bump de productivité très rapidement. Écoute Hugo, on arrive sur la fin. Est-ce que tu as une recommandation de contenu à partager à nos auditeurs? Alors moi j'aime beaucoup, ce qu'écrit Will Larson sur son blog, et aussi il a écrit plusieurs livres, un sur le management d'équipes de software engineer, mais qui en fait se porte très bien au monde de la data. Je trouve que c'est une excellente introduction, à la culture tech. Et dans lequel j'ai retrouvé beaucoup de choses qui ont bien marché dans les boîtes dans lesquelles j'ai travaillé. Donc le livre s'appelle «An Elegant Puzzle: Systems of Engineering Management». Si je dois te donner un exemple, c'est comment aligner une organisation sur une stratégie technique. Alors là, soit tu fais des meetings de partout, tu parles en one to one à tout le monde et à la fin tu fais un mail. Ça, c'est la manière un peu traditionnelle. Et après, de manière plus, classique, tu vas essayer d'écrire un document de stratégie pour aligner tout le monde. Et il y a par exemple des frameworks qui sont très simples en fait, très actionnables pour, des sujets qui peuvent être en fait assez basiques, mais qui vont te permettre d'aligner beaucoup de monde d'un coup assez rapidement. C'est un livre qui est assez pragmatique dans l'approche. Et enfin, quel est le meilleur conseil qu'on t'ait donné? Sur mon côté manager, moi, je suis quelqu'un qui aime beaucoup parler, qui aime donner ses avis sur beaucoup de choses et autant c'est une approche qui va être valorisée pour un staff, autant pour un manager qui veut faire monter ses équipes en compétences, c'est une approche qui est dangereuse parce que un manager se fait rarement couper la parole par ses équipes, hein, il a difficilement du feedback, honnête et du coup, j'aime bien, l'acronyme, WAIT, WAIT pour dire, «Why am I talking?» Pourquoi est-ce que je parle? Qui est un truc que j'essaie de me rappeler à chaque fois que j'ai un one on one avec, une personne de mon équipe, me dire: «C'est lui qui doit parler 80 du temps, donc est-ce que vraiment là, c'est le bon moment pour parler? Est-ce que c'est le bon moment pour lui dire quelque chose ou, est-ce qu'il faut juste que je me taise et que je laisse parler?» Et que j'écoute. Ouais, Et du coup, je vais arrêter de parler parce que c'est la fin de l'épisode. écoute, on va finir là-dessus. Merci beaucoup Hugo d'être venu, nous partager tout ce retour d'expérience sur le podcast. C'était hyper intéressant. Plein de sujets, je pense qu'on pourrait creuser dans de futurs épisodes. Dites-nous dans l'audience ce que vous avez pensé, de cet épisode. Mettez-nous un petit commentaire. Venez commenter également les posts LinkedIn qu'on fera, avec Hugo pour diffuser cet épisode et puis voilà, je vous dis à bientôt. Merci Hugo.
Merci, à bientôt. Pour ceux que ça intéresse, je partage chaque jeudi via la newsletter DataGen un mail avec un zoom sur les éléments clés de l'épisode et la ressource recommandée par l'invité. Il se lit en 3 minutes. Je vous mets le lien pour s'inscrire en description.